Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour ce troisième et dernier épisode sur l'histoire du suicide guerrier au Japon. Après avoir parlé des origines de ce suicide et de l'histoire du seppuku, nous allons maintenant aborder un sujet très connu, les kamikazes, qui incarnent un type relativement récent de mort volontaire au Japon et qui fut utilisé par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Commençons par définir ce qu'est un kamikaze. Ce terme peut être traduit par vent divin. Il a été à quelques rares occasions utilisé durant les époques antiques et médiévales, mais ne fut popularisé que durant l'époque Edo. Il désignait alors les tempêtes divines qui auraient arrêté les deux tentatives d'invasion mongole que subit l'archipel japonais durant le XIIIe siècle. En 1944, ce terme est utilisé pour nommer l'une des premières unités formées aux missions suicides par l'armée japonaise, en l'occurrence une escadrille de l'aéronavale. Puis, ce terme va être repris par la presse afin de désigner l'ensemble des missions suicides que commit l'armée japonaise entre l'été 1944 et la capitulation en août 1945. Avant l'entrée en guerre contre les États-Unis, des militaires japonais avaient déjà utilisé des tactiques suicidaires. On a des avions de chasse qui sont utilisés par leurs pilotes comme des bombes ou encore des soldats qui partent en mission suicide. Mais il s'agissait alors d'actions ponctuelles. Cependant, à partir de l'été 1944, ces attaques deviennent organisées et systématisées. Au total, elles coulent ou mettent hors d'état de nuire une cinquantaine de bâtiments et tuent près de 5000 marins alliés, contre environ 4000 soldats de l'armée de l'air et de terre japonaise appartenant à ces unités kamikazes. Avec l'évolution de la guerre et l'approche imminente d'un potentiel débarquement américain, l'armée japonaise va de plus en plus utiliser ces unités kamikazes. Les dirigeants militaires japonais souhaitaient même étendre cette tactique à des bataillons de volontaires citoyens. Les forces d'assaut spéciales et leurs missions suicides organisées devaient être étendues à la population afin de protéger jusqu'au bout l'empereur et la nation. Il faut bien garder à l'esprit que, en plus de leur intérêt tactique que nous venons d'évoquer, les kamikazes avaient avant tout un très grand rôle de propagande. Ils étaient extrêmement médiatisés sur l'archipel et avaient pour but de toucher non seulement la population japonaise, mais également les Américains. L'armée japonaise voulait ainsi montrer qu'elle était prête à aller jusqu'au bout grâce à ces actions quelque peu spectaculaires. Les Américains vont d'ailleurs cacher l'existence des kamikazes jusqu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin 1945. Au Japon, au contraire, les kamikazes étaient surmédiatisés. Ils faisaient la une des grands quotidiens, étaient suivis par la radio et même par le cinéma. On voulait en fait pousser la population à participer encore plus à l'effort de guerre. On les poussait également en fait à accepter de sacrifier leur bien-être et à se préparer à leur propre mort. Et en fait, à travers les kamikazes, on faisait passer l'idée que le sacrifice personnel pouvait permettre la survie de la conscience nationale. Lorsque l'on parle des kamikazes, il est très intéressant de s'arrêter sur leur motivation. En premier lieu, il faut signaler que plusieurs missions n'atteignirent pas leur but. On a des pilotes qui, par exemple, sont rentrés à la base ou qui ont même parfois déserté. En second lieu, il faut également se souvenir que durant la première moitié du XXe siècle, sur l'archipel japonais, il y a énormément de propagande nationaliste et impérialiste, et ce notamment à travers les religions, donc le bouddhisme et le shintoïsme. On a par exemple des grands penseurs du bouddhisme zen qui ont mis en avant l'idée qu'il faut se sacrifier pour l'empereur et pour la nation. Et ainsi, selon leur théorie, chaque citoyen est ainsi un guerrier qui doit se sacrifier pour le bien commun et pour la survie de la nation. On a par exemple Sugimoto Goro qui, lui, insiste en fait sur la loyauté envers l'empereur et sa vénération. Selon sa théorie, le soldat doit se débarrasser de son ego personnel et faire un avec l'empereur. Et en fait, à partir du moment où il fait un avec l'empereur, même s'il meurt, il est toujours vivant, parce que l'empereur, lui, il est vivant. Et ainsi, les grands penseurs religieux vont mettre en avant l'idée de sacrifice pour la nation et pour l'empereur, et ces notions vont être implantées dans la doctrine de l'armée japonaise. En outre, la guerre, elle est vue comme étant approuvée par les ordres religieux, et du coup, elle est justifiée. On fait la guerre pour apporter la paix. Et les missions kamikazes deviennent donc des actes religieux qui peuvent permettre l'entrée dans la terre pure, le paradis bouddhique. Cette idéologie religieuse est d'ailleurs également amplifiée en fait par l'arrière-plan culturel guerrier que possèdent les soldats japonais. Depuis leur plus jeune âge, en fait, ils ont étudié des textes épiques qui mettent en avant le Bushido et l'honneur du seppuku, comme nous avons pu le voir dans les vidéos précédentes.
Ces textes contiennent de même de très nombreuses connotations bouddhiques touchant à des thèmes comme l'importance de la pureté du cœur, mais aussi avec les notions d'impermanence de toute chose et de la vanité du monde. Ainsi, la valeur du sacrifice guerrier, elle est énormément mise en avant et omniprésente dans ces textes. En outre, l'armée formait ses soldats afin d'empêcher toute reddition. Et comme on l'a vu pour certaines formes de seppuku, la mort apportait plus d'honneur que la capture, et cela a également été grandement mis en avant. Enfin, en plus de la dimension de beauté morale de la mort par sacrifice, s'ajoutait une dimension de beauté physique grâce à cette théâtralisation de la mort. Ainsi, même si le corps était défait, la volonté, elle triomphait, ce qui a apporté une dimension esthétique particulièrement puissante à la mort de ces kamikazes.